L'Égypte jouit d'une faune et d'une flore abondantes. C'est l'endroit parfait pour accueillir vos tribus de chasseurs et de cueilleurs nomades. Bien que votre peuple ne possède que des technologies primitives et des outils de pierre, le talent de vos chasseurs n'est plus à prouver. Établissez un village sur cette île du delta du Nil et développez votre tribu afin que celle-ci compte 7 membres. Pendant des générations, les riches territoires de chasse le long du Nil ont subvenu aux besoins de votre peuple. Une série de sécheresses ont réduit la taille des troupeaux et forcé vos frères et sœurs à trouver de nouvelles sources de nourriture. Par chance, les rives du Nil regorgent de fruits et de plantes comestibles. Les groupes de chasse sont revenus de l'Est, les mains pleines de baies et de dattes. Trouvez ces sites de cueillette et récupérez de la nourriture pour votre tribu. Ensuite, installez-vous dans cette riche région en construisant un grenier, un puits de stockage et un port. Lors de leurs expéditions, vos chasseurs rencontrèrent d'autres cultures à l'ouest, le long de la côte méditerranéenne. Vous avez envoyé des groupes d'explorateurs vers les régions frontalières afin d'en apprendre davantage sur ces peuples que vous appelez les Libyens. Des légendes racontent que des sites sacrés se trouveraient à proximité. Trouvez les 5 découvertes avant les Libyens. L'exploration et le contact avec d'autres cultures apportent de nouvelles idées à l'Égypte. Votre peuple découvre de nouvelles compétences, dont de meilleures techniques de pêche et de fabrication d'outils. Faites avancer votre culture jusqu'à l'âge de l'outil pour accéder à ses compétences et ses capacités. Les nouvelles technologies ont permis à votre tribu de se développer, mais la situation n'est guère réjouissante. L'avancée des sables du Sahara a forcé les tribus voisines à migrer sur vos terres, afin de s'emparer de vos sites de cueillette et de vos positions défensives. Des groupes de pillards ont descendu le fleuve en provenance de la Haute-Égypte. Interceptez et détruisez ces envahisseurs avant qu'ils ne pénètrent dans vos villages et volent vos réserves de nourriture. L'avenir de l'Égypte est sur le point de basculer. Le grand pharaon Narmer cherche à unifier les royaumes de Basse-Égypte et de Haute-Égypte. Grâce aux richesses dégagées par la culture des rives du Nil, il pourra enfin vaincre ses rivaux. Emparez-vous des villages le long du fleuve et accumulez un surplus de 800 de nourriture pour nourrir votre peuple et les guerriers de Narmer. En outre, emparez-vous de l'ancien cercle de pierre de Nabta Playa, perdu dans les déserts de l'Ouest. Le contrôle de ces ruines anciennes démontrera la puissance de Narmer à ses adversaires. Méfiez-vous des peuples voisins. Vous n'avez pas besoin de les anéantir, mais sachez qu'ils tenteront de contrecarrer les plans d'unification de Narmer. La rumeur d'une Égypte unie s'est répandue aux 4 coins du monde.
et votre peuple prospère grâce au commerce. Devant tant d'opulence, le pharaon Djoser a décidé qu'un mastaba, une simple sépulture en briques crues, ne suffirait pas à le servir dans l'au-delà. Il a ordonné à l'architecte Imhotep de concevoir une pyramide à degrés que tous pourront voir à des lieues à la ronde. Un projet aussi important nécessitera énormément de ressources. Vous avez reçu l'ordre de vous rendre au nord et d'y établir un poste de commerce afin d'obtenir de l'or pour la pyramide. Dans le même temps, vous devez vous aventurer dans le désert et trouver une carrière de pierre pour sa construction. Vos partenaires commerciaux, les Minoens, les Cananéens et les Libyens, pourraient devenir jaloux du succès de l'Égypte, voire cesser toute relation commerciale afin d'attaquer votre peuple. Si vos diplomates ne parviennent pas à préserver la paix, vous devrez défendre vos navires de commerce. Le pharaon compte sur vous. Ne le décevez pas. La culture égyptienne est en pleine expansion et la population ne cesse de croître. De nouvelles professions ont été établies afin de gérer l'administration du royaume et servir les dieux. Les scribes et les prêtres aident le pharaon à diriger son armée, gouverner son peuple et honorer les dieux. Ces nouveaux spécialistes sont rapidement devenus des piliers de la civilisation égyptienne. Au nord, à l'ouest du delta du Nil, des éclaireurs ont rapporté que des pillards libyens approchaient d'Héliopolis, une des cités les plus sacrées de toute l'Égypte, bâtie en l'honneur de Ra, dieu du soleil. En tant que prêtre lecteur du temple principal de la cité et scribe militaire du pharaon, vous avez reçu l'ordre d'arrêter ces pillards coûte que coûte. Les prêtres de la cité ont proposé leur service pour venir en aide à l'armée. Méfiez-vous de l'engin de siège que les Libyens ont emporté pour démolir les murailles de la cité. Cette machine pourrait être utile pour notre propre armée. Plutôt que de la détruire, le pharaon vous a ordonné de capturer ce lanceur de pierres et de l'amener jusqu'au forum d'Héliopolis. Depuis des siècles, les Nubiens du Sud attaquent et pillent nos cités de Haute-Égypte. Le pharaon Sésostris III a bien l'intention de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il compte faire capituler la Basse-Nubie en construisant des forts le long du Nil, jusqu'à la 4e cataracte. Au sud de votre position se trouve une île sur le Nil, qui serait un emplacement idéal pour un tel fort. Explorez l'île, débarrassez-vous des ennemis et construisez-y un forum et 2 tours d'observation. Les forts le long du Nil ont apporté la paix au sud. Mais les Libyens représentent à nouveau une menace. Ils pillent les côtes et interceptent les navires marchands venus commercer avec l'Égypte. Ils ont récemment capturé un navire important qui appartient au pharaon en personne et ont emporté avec eux une relique précieuse que les rois de Canaan lui avaient fait parvenir. Construisez une base navale dans cette région de la côte et attaquez les pillards libyens dans le delta du Nil. Récupérez la relique volée et ramenez-la jusqu'à votre forum. Notre peuple a traversé une longue nuit. Mais l'Égypte s'éveille enfin. Les pharaons ont bouté les envahisseurs étrangers hors d'Égypte et ont sécurisé les frontières du pays. Le pharaon actuel, la reine Hatshepsut, promet d'être l'un des plus grands dirigeants des 2 pays. Elle a déjà fait agrandir les complexes religieux de Karnak et de Luxor, mais son ambition est sans limite. Elle compte faire bâtir un temple encore plus imposant, le Djeser-Djezerou, le sublime des sublimes. Elle vous a accordé l'honneur d'en superviser la construction. Rassembler toutes les ressources nécessaires à un tel monument risque de s'avérer difficile en raison des relations houleuses que vous entretenez avec le pays de Canaan, mais nous pouvons compter sur l'aide des Minoens de Crète. Cette tâche ne sera pas aisée, mais Hatshepsut prie que la bonne fortune et la bénédiction des dieux vous accompagnent. L'Égypte prospère sous le règne de ses nouveaux pharaons. Mais l'heure est venue de regarder plus loin. Le pharaon Thoutmôsis III recrute et il compte se servir de son armée pour envahir Canaan.
Ces terres se trouvent dans la zone d'influence égyptienne depuis des siècles. Mais il est désormais temps de les intégrer à l'Empire une fois pour toutes. Les Cananéens s'imaginent qu'ils peuvent résister à l'Égypte et ont formé une alliance dirigée par les rois de Kadesh et de Megiddo. Leur armée est imposante, mais les dieux nous sourient. Commandant, le pharaon vous confie la première division d'attaque. Il surveillera vos moindres faits et gestes. Ne le décevez pas. Les voies des dieux sont impénétrables. Bien plus prévisible est le chemin que parcourt un homme qui se prend pour un dieu. Il en fut de même pour Sargon, le plus grand conquérant que la Mésopotamie ait jamais connu. Tout comme le berger légendaire qui a fondé notre grande ville, Sargon semblait être descendu du ciel déjà adulte, un être conçu par les dieux pour gouverner le monde. Mais si ses véritables origines restent un mystère, son histoire terrestre, elle, commence ici, à Kish, un endroit si magnifique que même le verbe ingénieux des poètes ne pourrait lui rendre justice. Un véritable paradis. À l'époque où moi, Oushar, était encore un jeune homme, Kish était gouverné par Ur-Zababa. Si les dieux avaient fait Sargon de nuages et d'éther, Ur-Zababa était fait d'argile ordinaire. Rien chez lui n'était exceptionnel, si ce n'est son penchant pour la gastronomie, les tenues extravagantes et le vin de luxe. Ur-Zababa avait désigné Sargon comme son échanson. L'adolescent timide et sans prétention lui servait du vin et lui tenait compagnie pendant de nombreuses heures solitaires. Pourtant, à l'insu du roi, Sargon était en proie à un rêve étrange et récurrent. Ishtar, la déesse de la guerre, apparaissait à Sargon dans son sommeil et lui promettait des choses extraordinaires. Un jour, lui dit-elle, il deviendra le roi non seulement de Kish, mais de toute la terre entre l'Euphrate et le Tigre. Ne réalisant pas le poids de ses paroles, Sargon parla de son rêve à son maître, et le roi pâlit en l'écoutant. Ce garçon qui le servait tous les jours avait-il vraiment été choisi par la déesse de la guerre? Ur-Zababa ne pouvait pas laisser cette prophétie se réaliser. Il bannit Sargon dans le désert et, ce faisant, il convainquit Sargon que la déesse avait dit vrai. Mais l'exil n'était pas suffisant aux yeux du roi effrayé. Il envoya bientôt les plus féroces guerriers de Kish tendre une embuscade dans les dunes à son ancien confident. J'étais l'un de ces hommes. En ma qualité de forgeron, j'étais le plus fort parmi tous les habitants. Et quand Ur-Zababa m'ordonna d'échanger mon marteau contre une épée, j'acceptai, mais non sans hésitation. À ce moment-là, l'histoire du serviteur banni et de ses rêves s'était répandue bien au-delà du palais royal. Beaucoup de ceux qui avaient souffert sous le règne d'Ur-Zababa virent Sargon comme un sauveur. Lorsque je le retrouvai finalement devant un puits éloigné, il se reposait à l'ombre. Je laissai alors mon épée dans son fourreau et je fis face à un homme qui ne montrait aucune crainte. Dans son esprit, il n'était plus un simple serviteur. Il était véritablement l'élu d'Ishtar. Alors que nous entrions dans le palais royal de Kish, mon cœur s'emplit de joie et de fierté. Sargon avait triomphé, et l'on aurait dit que cet homme béni d'Ishtar était véritablement invincible. Pourtant, dans mes moments de calme, je me suis demandé si nous en serions arrivés là, si Ur-Zababa n'avait pas expulsé Sargon. Avions-nous vraiment accompli une prophétie? Ou un simple rêve n'était-il devenu une prophétie qu'après que le roi craintif eut scellé son propre destin? Rêve et oracle, vision et prophétie. Il semble que ces forces mystérieuses peuvent être aussi dangereuses pour ceux qui y croient que pour ceux qui les ignorent. Nos soldats se demandaient souvent d'où venait vraiment Sargon. Certains croyaient qu'il était descendu du ciel, tout comme le fondateur de Kish.
Pour d'autres, il s'agissait d'un orphelin que l'on avait retrouvé dans un panier flottant sur l'Euphrate. J'ai même entendu des citadins dire qu'il était en réalité le fils d'une prêtresse qui avait donné la vie sans jamais avoir couché avec un homme. Sargon ne fit que sourire à ces rumeurs. Il déclara que, peu importe d'où l'on vient, seul compte la destination, et que lui-même suivait le chemin que lui montrait Ishtar. Et ce chemin nous conduisait à la guerre. Une fois Kish conquise, Sargon envoya son armée conquérir les innombrables cités-États de Mésopotamie au nom d'Ishtar. Les maîtres de ces villes se moquaient des ambitions de Sargon, mais secrètement, ils le craignaient tous. Afin d'égaler l'armée de Sargon, ils unirent leurs forces sous la direction de Lugal-Zagizi, le tueur de prêtres. C'était un homme brutal, craint pour ses atrocités dans toute la région, car il profanait souvent les temples des villes qu'il avait conquises. Pourtant, c'était un tacticien compétent et un commandant doué. Un défi à la hauteur du champion d'Ishtar. Après plusieurs campagnes sanglantes, la coalition ennemie fut écrasée. La déesse de la guerre apprécia peut-être le massacre, mais je frissonnais devant les piles de corps que nous avions laissées derrière nous en son nom. Pourtant, notre mission n'était pas encore terminée. Ishtar avait promis à Sargon toutes les terres qui se trouvaient entre les deux grands fleuves. Mais tant que Lugal-Zagizi restait en liberté, Sargon ne pourrait jamais totalement prétendre à l'hégémonie. Alors que le tyran fuyait vers le sud, nos soldats le poursuivirent jusqu'à Uruk, sa capitale puissamment fortifiée. C'est là, retranché derrière ses murs, qu'il recommença à comploter. Un jour, alors que Lugal-Zagizi mettait une fois de plus le feu à un temple, un prêtre à l'agonie prononça ces paroles dans un dernier soupir. Le sang de l'innocent sera payé par le sang de l'élu. N'étant pas du genre à ignorer une seconde prophétie, Sargon prit à cœur les paroles du prêtre lorsque celles-ci lui parvinrent. Elles devinrent un mantra scandé par nos soldats lors de notre avancée sur Uruk. Nous savions qu'Ishtar nous guiderait et nous accorderait la victoire une fois de plus. Lorsque nous avons capturé Lugal-Zagizi, nous ne l'avons pas tué tout de suite. Nous l'avons forcé à porter un joug comme un vulgaire criminel et nous l'avons fait parader dans tout le nouveau royaume de Sargon. Nous l'avons emmené jusqu'à Lagash, dans les ruines de laquelle le prêtre mourant avait prononcé sa prophétie. Le maléfique profanateur avait l'air vieux et frêle, alors qu'il s'agenouillait dans les ruines du temple pour son exécution. Sa mort mit fin à l'ère des rois qui avaient guidé les fortunes de la Mésopotamie pendant de nombreux siècles. C'était maintenant à Sargon de façonner son nouvel empire, et il est vite apparu qu'il avait des plans ambitieux. Des plans qui me glacèrent le sang. Bien qu'il n'avait pas été préparé à régner, Sargon avait un talent naturel pour la royauté. Il construisit sa nouvelle ville, Akkad, au nord de Sumer, puis envoya un message puissant à ses nouveaux sujets. Il ne suivrait pas les traditions établies par les rois du passé. Non, il s'agissait véritablement d'un nouveau départ. Une énorme cour entoura bientôt Sargon. Plus d'1 millier de serviteurs, de prêtres, d'érudits et de soldats peuplaient désormais le palais du roi. Et ils devaient tous être nourris et payés. C'est alors que Sargon tourna les yeux vers les royaumes voisins. Jadis, la domination de la Mésopotamie avait été le paroxysme de son ambition. Mais Sargon avait changé. Plus son entourage s'agrandissait, plus il s'éloignait de ses anciens compagnons. Et plus les richesses qu'il amassait étaient grandes, plus la lueur dans ses yeux était emplie d'avidité. Il ne parlait presque plus de la déesse de la guerre.
Il ne visitait plus ses temples et ne lui offrait même plus de sacrifices. Il semblait que plus le pouvoir de Sargon grandissait, plus il oubliait à qui il devait son trône. Et à présent, alors qu'il ralliait ses armées pour conquérir le royaume des lames, il attisa la colère de la déesse. Un être mortel fait de chair et de sang peut-il devenir un dieu? Je me posais cette question de plus en plus souvent alors que nous nous lancions dans une campagne brutale de conquête à travers des terres si éloignées que je n'aurais jamais imaginé les visiter un jour. La volonté divine que Sargon avait reçue et enseignée à ses disciples était désormais indissociable de la sienne. Il avait clairement exprimé que sa volonté était à présent d'agrandir son empire, quel qu'en soit le prix. Je ne fus pas le seul à remarquer le changement de caractère de notre roi. La population était de plus en plus mécontente, et bon nombre de soldats, épuisés par les campagnes incessantes, nourrissaient des envies de trahison. Sargon ne semblait pas remarquer la méfiance croissante de son peuple. Enfermé dans son propre monde, où amis et ennemis lui cédaient le pas, il s'adonnait déjà à la préparation de sa prochaine conquête. Une nouvelle campagne qui nous mènerait encore plus loin dans les ténèbres. Le sang, la sueur, les larmes et la puanteur des corps brûlés nous accompagnèrent tout au long de notre chemin vers l'Est. Et mes craintes ne tardèrent pas à se réaliser. À peine avions-nous traversé le royaume de Subartu que notre peuple prit les armes en rébellion. Après tant d'années de campagnes grandioses, ils étaient finalement las de tous les impôts exorbitants que Sargon prélevait pour financer ses guerres. En partageant la mauvaise nouvelle avec Sargon, j'espérais qu'il reviendrait soudainement à la raison et reconnaîtrait qu'il était allé trop loin. Mais la haine profonde qui brillait dans ses yeux suggéra le contraire. Un être mortel, fait de chair et de sang, peut-il devenir un dieu? La réponse est non. Peu importe jusqu'à quel point elle devient puissante, toute personne qui s'élève trop au-dessus des autres finira fatalement par tomber. Sargon était le roi des rois, l'homme le plus puissant qui ait jamais foulé cette terre. Son empire, le premier que l'humanité ait jamais vu. Dans les temples, Sargon avait remplacé les statues des dieux par des statues de lui-même. Cet homme était vraiment persuadé qu'il était un être divin. Pourtant, je l'avais vu saigner. Je l'ai cherché après le pillage de Subartu. J'ai fini par le retrouver au sommet d'une montagne faite d'or et de cadavres, à manipuler des pierres précieuses entre ses doigts. Il n'a pas écouté quand je lui ai dit que cette folie devait cesser. Un jour, j'ai laissé mon épée dans son fourreau pour épargner l'homme qui allait devenir mon roi. Mais les choses étaient différentes cette fois. À cet instant, ce n'était pas un homme qui se tenait devant moi. Pas une divinité. C'était un démon perfide, venu des enfers, parcourant la terre pour s'emparer des âmes des innocents. Je me suis alors souvenu des paroles prophétiques du prêtre. Le sang de l'innocent sera payé par le sang de l'élu. J'ai plongé ma lame au plus profond de la poitrine de Sargon. Et, alors qu'il me regardait avec de grands yeux, un sourire étrange et cruel s'est dessiné sur son visage. Au final, même face à la mort, Sargon n'a jamais cessé de croire en sa propre immortalité. Je n'ai pas de telles aspirations délirantes. Alors que la vieillesse flétrit mon corps jadis leste, j'attends de voyager vers l'au-delà l'esprit apaisé, convaincu que plus aucun sang innocent ne sera versé au nom de ce faux dieu. Pourtant, je crains l'héritage de Sargon, car les vices du pouvoir et le désir de divinité peuvent provoquer de sombres changements, même chez les hommes les plus nobles.
Je ne peux que prier que pour chaque Sargon hautain, il y ait un humble Ouchar, guidé non pas par la folie des grandeurs, mais par une simple conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. La petite cité-État de Babylone se développe progressivement sous le règne dynamique de son nouveau roi, Hammurabi. Vous avez été envoyé en aval du fleuve afin de ramener les enclaves des Sumériens et des Akkadiens sous son égide. Montrez-vous persuasif quand vous le pourrez, mais n'hésitez pas à combattre si cela s'avère nécessaire. L'ajout des cités sumériennes et akkadiennes à l'empire babylonien satisfait grandement Hammurabi. Aujourd'hui, il vous confie une tâche encore plus ardue. L'une des cités frontalières a récemment été mise à sac, et des trésors importants ont été emportés vers le Tigre, dont une copie du code législatif de Hammurabi gravée sur une stèle. Traquez les pillards jusqu'à l'endroit où ils ont caché ces trésors et levez une armée pour les récupérer. Ne les laissez pas remonter le fleuve. Le prestige de votre grand roi restera terni tant que ces trésors seront entre les mains de ses ennemis. Une catastrophe est survenue. Une armée hittite a descendu le littoral de l'Euphrate et a mis Babylone à sac. Votre troupe est certes isolée, en pleine terre fluviale et entourée d'ennemis, mais vous n'aurez pas deux fois une telle occasion de vous venger de ces pillards. Une force hittite est restée dans la région pour continuer à piller. Éliminez les ennemis dans cette zone et réduisez le campement hittite en cendres. Après le pillage de Babylone par les Hittites, la cité est tombée sous le joug des Kassites, qui l'ont conservée pendant près de 500 ans. À présent, leur règne est menacé par des intrusions élamites et assyriennes. Une autre armée élamite est en marche en ce moment même et compte s'emparer de Babylone. Si la cité ne peut être défendue, sauvez ce qui pourra encore l'être et battez en retraite en descendant le fleuve afin de vous constituer une nouvelle armée. Quand vous serez prêts, reprenez la cité de Babylone et détruisez les envahisseurs élamites. Babylone a retrouvé sa gloire passée grâce à la reconquête des terres perdues face aux Élamites et à l'expulsion des dirigeants kassites. Mais le roi Nabuchodonosor Ier a juré que la récupération de ses anciennes possessions babyloniennes ne suffisait pas. Les Élamites doivent subir son courroux sur leur propre terre. Nabuchodonosor Ier vous a ordonné d'attaquer Suse, capitale des Élamites, juste de l'autre côté du Karoun. Au cours d'un de leurs précédents raids, les Élamites ont emporté une statue en or du dieu le plus important des Babyloniens, Marduk. Votre tâche consiste à la récupérer, afin que Nabuchodonosor puisse revendiquer son trône en toute légitimité. Si vous réussissez à les trouver, les peuples opprimés depuis longtemps par les Élamites vous viendront en aide. L'expédition en Élam a été couronnée de succès et vous avez récupéré la statue de Marduk. Mais celle-ci doit désormais être ramenée en Babylonie. Des bandes d'Élamites et d'autres ennemis rôdent encore dans les monts Zagros. Ils tenteront de vous empêcher de repartir avec la statue. Ramenez-la en un seul morceau à votre temple frontalier, où elle pourra être protégée avant d'être escortée jusqu'à Babylone. La Babylonie est tombée face aux invasions continues des Araméens, une autre tribu semi-nomade venue de l'Ouest. L'Empire a été réduit à la pauvreté, et nos rois ne possèdent plus guère qu'un titre grandiloquent. Toutefois, la situation est sur le point de changer. Un général assyrien du nom de Teglat-Phalazar s'est rebellé contre son roi et s'est emparé du trône. Il compte soutenir notre nouveau roi Nabonassar afin de l'aider à reprendre les terres perdues aux Araméens, notre ennemi commun.
Nabonassar vous a donné l'ordre de remettre sur pied les armées babyloniennes et de détruire les envahisseurs qui empiètent sur notre territoire. La Babylonie a enfin été libérée de l'oppression assyrienne. Les guerres civiles, les rébellions et les invasions étrangères ont mis à genoux cet empire autrefois si puissant. Les Assyriens ont battu en retraite derrière les murailles imposantes de Ninive, leur capitale, alors qu'une armée de Babyloniens et de Mèdes converge vers la cité assyrienne. Détruisez la merveille de Ninive et brisez la puissance des Assyriens une bonne fois pour toutes. Le climat méditerranéen de la région du Péloponnèse est idéal pour l'agriculture. Mais pour prospérer dans un monde toujours plus hostile, votre peuple doit s'emparer de pâturages adéquats. 3 autres groupes occupent déjà la région. Les Pélasges sont les plus redoutables d'entre eux. Établissez 5 fermes pour subvenir aux besoins agricoles de votre peuple et détruisez toutes les fermes pélagiennes pour porter un sérieux coup à votre voisin le plus puissant. Il sera peut-être nécessaire d'éliminer les Achéens ou les Danéens afin d'établir une base dans la région avant de pouvoir combattre les Pélasges. Votre peuple est désormais bien installé et prospère depuis plusieurs générations. Mais vous n'êtes pas seul. D'autres cités-États ont émergé et ont commencé à se développer. Les premiers conflits frontaliers surgissent. Et il devient clair que votre croissance devra se faire aux dépens de vos voisins et rivaux. Les Tyrinthiens convoitent les terres sous votre contrôle et se comportent de manière toujours plus agressive. Il est hors de question de les laisser continuer ainsi. Sécurisez cette région en capturant les anciennes ruines à proximité de la cité voisine de Tirynthe. Construisez 2 tours d'observation à côté des ruines pour prévenir toute incursion ennemie. Après avoir acquis un artefact précieux auprès des Minoens, vous avez découvert qu'ils ne comptaient pas vous payer en or, mais plutôt en acier aiguisé. Menés par un groupe de 7 prêtres aguerris, les Minoens ont entouré votre compagnie et attaqué par surprise. Ils sont beaucoup trop nombreux, et votre seule chance de survie est la fuite. Échappez des griffes des Minoens et cherchez des troupes alliées dans la zone. Une fois que vous aurez repris vos forces, repartez pour la Crète et assouvissez votre vengeance. Soyez prudents, certains habitants de la région soutiennent les Minoens. Détruisez leur temple et récupérez l'artefact pour Mycène. L'expansion outre-mer des Mycéniens leur a fait découvrir d'autres cultures, qui représentaient à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux dangers. Dans un acte de défi inspiré, Paris, prince de Troie, enleva la belle Hélène de Sparte et la ramena dans sa propre ville, également appelée Ilios. Votre frère Ménélas, époux d'Hélène et roi de Sparte, est fou de rage et en appelle à vous, Agamemnon, roi de Mycène, afin de lui venir en aide. Sautant sur l'occasion de partir en guerre et d'accroître votre réputation, vous avez assemblé une vaste armée dans le but de détruire Troie. Mais la cité-État se trouve loin, très loin, de l'autre côté de la mer Égée. Vous aurez besoin d'une flotte puissante pour lancer un assaut amphibie et atteindre le cœur des terres troyennes. Partez, ô brave intrépide, la renommée et la gloire éternelle vous attendent. La civilisation mycénienne est en ruine. Le moment est idéal pour prendre le contrôle de la mer Égée. Au milieu du chaos, votre cité-État d'Athènes est parvenue à survivre et même à prospérer, ce qui vous a permis de vous étendre sur une grande partie de l'Attique. Mais l'agriculture locale ne permet pas de subvenir aux besoins d'une population croissante. Le surpeuplement ne tardera pas à vous mener à la famine et à l'anarchie.
le conseil dirigeant a pris la décision audacieuse d'envoyer des colons s'établir outre-mer, en Ionie. Les Louvites occupent cette région depuis des siècles, mais ils sont beaucoup trop faibles pour repousser votre peuple. Démontrez votre domination sur la région, passez rapidement à l'action avant que la famine ne devienne un problème ou que les Louvites ne décident de piller l'Attique et le reste de la Grèce. Au cours des siècles, les cités-États grecs ont étendu leur influence sur Hellas et Outre-mer. Une puissante coalition menée par la double monarchie de Sparte défie votre cité-État d'Athènes depuis 3 décennies, revendiquant la domination de la région. Après le désastre de l'expédition sicilienne, Sparte a remporté plusieurs victoires majeures, tout en se rapprochant sans cesse d'Athènes. Pour le moment, vous n'avez aucune chance de l'emporter sur le champ de bataille face à des Spartiates aguerris, mais vous serez peut-être capable de défendre la cité assez longtemps pour que des renforts et des provisions arrivent et vous aident à renverser la marée. L'armée spartiate s'appuie sur de grands convois de provisions. S'il venait à être capturé, le siège en serait grandement retardé. La guerre du Péloponnèse a pris fin et Hellas a brièvement retrouvé la paix. Vous faites partie d'une compagnie de 10 000 mercenaires grecs engagés pour venir en aide à Cyrus le Jeune dans sa lutte contre son frère Artaxerxès II pour le contrôle du trône perse. La bataille de Cunaxa s'est conclue par une victoire écrasante pour votre compagnie. Mais tout fut perdu lorsque Cyrus tomba au combat. Votre contingent de mercenaires se retrouve isolé dans l'Empire perse, loin derrière les lignes ennemies et sans le moindre signe de soutien. Le voyage jusqu'au port le plus proche, sur la mer Noire, sera long et périlleux. Mais il vous donnera l'occasion de piller comme bon vous semble et de finir par rentrer chez vous. Capturez l'artefact détenu par la cité côtière, construisez un navire de transport sur place et amenez l'artefact jusqu'au territoire allié à l'extrême nord. L'heure de la guerre a sonné. La rivalité entre Hellas et la Perse a repris de plus belle après l'irruption des Macédoniens dans la région. Et les Grecs se sont unis sous votre bannière, Grand Alexandre de Macédoine. Vous avez pénétré sans peur en Asie mineure et êtes désormais encerclés par vos ennemis. Malgré leur nombre, ils sont désorganisés, lâches et maladroits. Ils ne feront pas le poids face à vos forces disciplinées. Passez à l'action et détruisez-les les uns après les autres, avant qu'ils n'aient le temps de préparer leur défense. Si vous remportez cette campagne, votre nom sera inscrit dans les pages de l'histoire pour l'éternité. Comment un homme peut-il se faire un nom quand des titans parcourent la scène du monde? Quand les héritiers d'Alexandre le Grand se disputent pour savoir qui succédera au plus grand conquérant qui ait jamais existé. Mon ami et maître me pose souvent cette question et je lui donne toujours la même réponse. Chercher la grandeur de cette manière est une folie. On ne peut devenir heureux qu'en refusant de céder à de tels désirs. Pyrrhus, bien sûr, me traite poliment d'idiot quand je dis cela, même si ce n'est pas le mot employé. Pour lui, laisser un héritage est la seule chose qui donne vraiment un sens à la vie. Il me dit « Un homme doit se battre sans relâche pour devenir plus fort que tous les autres, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul sur le trône du monde. » Tout comme Alexandre. Ce à quoi je réponds poliment qu'il est un idiot, même si ce n'est pas le mot employé. Pyrrhus fut né au bord de la tempête orageuse qu'est la politique grecque. À un très jeune âge, il fut placé sur le trône d'Épire, un petit royaume de montagne en marge du monde civilisé. Mais avant qu'il ait pu s'habituer à la sensation de la couronne sur sa tête, elle lui fut arrachée. Les Épirotes se rebellèrent contre leur jeune monarque et installèrent sur le trône un homme nommé Néoptolème. C'était un homme sanguinaire et très étroit d'esprit, prêt à vendre sa propre mère pour régner sur une autre province. En d'autres termes, il était exactement le genre de chef ordinaire que le peuple désirait. Sans terre et sans couronne,
Pyrrhus fut contraint de fuir vers l'est. Il y rejoignit la cour de son beau-frère Démétrius, dont le père Antigonus était sur le point de devenir le plus puissant des successeurs d'Alexandre. La puissance croissante d'Antigonus alarma les autres. Partout dans l'empire brisé d'Alexandre, des alliances se formèrent pour lui faire face. Les deux armées se rencontrèrent près de la ville d'Ipsos, au cœur du royaume d'Antigonus. Pyrrhus, alors l'un des commandants de Démétrius, avait enfin trouvé une chance de tester son courage. Bien qu'il n'avait jamais perdu de bataille durant ses 80 ans sur Terre, Antigonus perdit à la fois la guerre et sa vie à Ipsos. Cette retraite emplit Pyrrhus d'amertume. Il avait mis l'ennemi en déroute sur le flanc. Il avait impressionné ses supérieurs par son courage. Et pourtant, tout cela n'avait servi à rien. Pendant un temps, Pyrrhus se demanda s'il n'était pas monté à bord d'un navire en perdition. Malgré tout, il resta fidèle à Démétrius. Avec le temps, cette loyauté allait payer, mais pas de la façon dont il l'avait prévu. Pour la plupart des gens, la guerre est comme un mauvais mariage. Une histoire sans fin faite de conflits, d'amertume et de moments de joie qui ne servent qu'à prolonger la souffrance. Mais pour Pyrrhus, se battre était aussi naturel que de respirer. Suite à la guerre entre Démétrius et le roi d'Égypte, Pyrrhus fut envoyé comme otage dans le royaume du désert. C'est là que sa chance tourna enfin. Ces nombreuses histoires de guerre impressionnèrent le roi égyptien, tout comme sa capacité à rire de toutes les insultes qu'on lui adressait. Avec un ami aussi compétent à sa cour, le roi décela une opportunité. Il équipa Pyrrhus d'une petite armée et des navires nécessaires à son transport vers l'Épire, espérant faire de lui un allié sur le continent grec. La perspective de reprendre le trône d'Épire enthousiasmait Pyrrhus, tout comme la possibilité d'exploiter le chaos qui régnait dans la Macédoine voisine pour s'emparer des deux royaumes. Enfin, le roi exilé rentrait chez lui. Si la lutte pour s'emparer de la Macédoine avait été une pièce de théâtre, elle aurait été huée à cause de ces intrigues confuses qui se chevauchent. Les histoires, après tout, devraient être simples, directes, avec un grand héros à soutenir. En somme, toutes les choses qui manquent à la vraie politique. À la fin de la guerre, Pyrrhus en vint aux mains avec son ancien maître Démétrius. Chacun mena ses forces contre l'autre. Et dans ce qui devait être un acte de malice divine, les deux armées se passèrent l'une l'autre sans se voir. Alors que Démétrius attaquait l'Épire, une deuxième armée commandée par son meilleur général, Pantaokos, rencontra Pyrrhus au combat. Pantaokos demanda à défier le roi épirote en duel, et Pyrrhus accepta. Sous le regard de milliers d'hommes qui acclamaient leur chef, les deux commandants se battirent d'homme à homme. Les épées s'entrechoquèrent, les boucliers se déformèrent, et pendant un court moment, la brutalité de la guerre fut distillée dans la forme de ces hommes. Ces deux royaumes personnifiés. Pantaokos réussit à porter un unique coup à Pyrrhus. Mais peu de temps après, Pyrrhus blessa son adversaire à la cuisse et au cou. Pantaokos fut contraint de battre en retraite et Pyrrhus remporta la victoire. Son audace lui valut le surnom de l'Aigle. Malgré cela, son triomphe s'avéra vain, puisque la guerre se termina par une impasse. Malgré tous ses efforts, Pyrrhus finit par retourner en Épire, les mains vides. Désormais, Pyrrhus n'avait plus d'ennemis à combattre, ni de conflits pressants à gérer. C'était la première période de paix prolongée qu'il avait connue depuis de nombreuses années. Et il en détesta chaque minute. Les hommes comme lui sont faits pour la guerre. Il s'effrite en temps de paix. Pyrrhus était à la recherche de la moindre excuse pour rallier à nouveau ses hommes. Et il finit par en trouver une. Les colonies grecques en Italie avaient longtemps été considérées comme de négligeables avant-postes en terre barbare. Mais maintenant, elles étaient menacées par la République de Rome qui ne cessait de s'étendre. Lorsqu'un appel à l'aide de la cité-État de Tarente lui parvint, Pyrrhus se jeta sur l'occasion.
Tout ce que je pouvais faire était d'essayer de le convaincre de rester et de profiter de sa paix durement gagnée. Si nous parvenons à conquérir Rome, me dit-il alors qu'il élaborait ses plans d'invasion, toute l'Italie sera bientôt à nous. Et si nous pouvons vaincre les Romains, alors la Sicile, la Libye et Carthage devraient être des proies faciles. Et quand toutes ces terres seront à vous, que ferez-vous ? Lui demandai-je. Ce à quoi il répondit: nous ferons la fête, bien sûr. Nous chanterons, nous boirons, et nous serons débarrassés de tous nos problèmes. Dans ce cas, dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de boire et de prendre du bon temps maintenant, plutôt que de commencer une énième guerre? Mon ami, si c'est la joie et le bonheur que vous désirez, eh bien, vous les avez déjà gagnés. Pyrrhus ne put me donner une réponse satisfaisante. Il avait pris sa décision. Il allait devenir le libérateur des Grecs d'Italie et remettre les barbares romains à leur place. Malheureusement, une tempête frappa notre flotte pendant le voyage vers l'Italie. Son armée dispersée aux quatre vents, Pyrrhus débarqua près de Tarente avec seulement une fraction des hommes qu'il avait rassemblés. À Héraclée, les Romains fuirent en panique devant les éléphants de guerre de Pyrrhus. Lorsque nous les affrontâmes à nouveau à Asculum, ils s'étaient déjà adaptés à cette nouvelle arme étrange, et ils envoyèrent des chars jumeaux avec de longues cordes entre eux pour faire tomber les créatures redoutables. L'expédition italienne ne devint jamais la victoire rapide que Pyrrhus espérait. Les Tarentins se satisfaisaient de laisser les Épirotes se battre à leur place. Et bien qu'il parvint à battre les Romains à 2 reprises, chacune de ces victoires lui coûta plusieurs milliers de ses meilleurs hommes. Une autre victoire comme celle-ci et je serai vaincu, me confia-t-il à un moment, et je craignis que ce ne soit vrai. Pourtant, il refusa d'abandonner tout espoir. L'ambition de Pyrrhus était de construire un empire occidental à partir duquel il conquerrait tous les anciens territoires d'Alexandre. Si l'Italie ne pouvait pas être facilement conquise, il lui suffirait d'aller voir ailleurs. Malgré 2 défaites écrasantes, les Romains rassemblèrent leurs forces rapidement. Ils refusèrent de signer tout traité de paix tant que Pyrrhus demeurait en Italie. Ne pouvant continuer dans cette direction, Pyrrhus se tourna alors vers la Sicile. Tout comme en Italie, les colonies grecques étaient également sous la menace d'une invasion étrangère. Il s'agissait de l'empire carthaginois et de ses alliés mamertins. Cela faisait des siècles que la mer occidentale était dominée par les Carthaginois, grâce à leurs richesses et leurs vastes armées de mercenaires. Malgré cela, leur emprise sur la Sicile était fragile, car l'île était difficile à défendre. Mais Pyrrhus était persuadé que si quelqu'un était destiné à gouverner la Sicile, ce serait lui. Une fois de plus, Pyrrhus avait vaincu un grand empire, mais comme tant d'autres fois auparavant, sa victoire fut de courte durée. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait, il se méfiait de plus en plus des Grecs qui avaient demandé son soutien. Leur refus de contribuer pleinement à l'effort de guerre s'apparentait dans son esprit à une trahison. Lorsqu'il exécuta l'un des hommes qui l'avait invité en Sicile en premier lieu, le public se retourna contre lui. Pyrrhus, selon eux, était maintenant devenu le tyran qu'ils avaient voulu fuir. L'île entière se révolta. Il sembla donc que Pyrrhus était à court d'options. Mais au moment où l'occasion disparut, une autre se présenta, et Pyrrhus s'empressa de la saisir. Pendant qu'il était occupé en Sicile, les Romains s'étaient regroupés et avaient à nouveau jeté leurs dévolus sur Tarente. Désespérés, les Grecs firent à nouveau appel à Pyrrhus, le seul souverain qui avait répondu à leurs appels. La Sicile était perdue. Les Mamertins et la flotte carthaginoise surveillaient chacun de ses mouvements. Pyrrhus se dirigea alors vers l'Italie. Mais même après tant de victoires durement gagnées sur le sable, le doute le rongeait. Il avait déjà vaincu les Romains par le passé. Il pouvait le faire à nouveau. Mais à quel prix ? Tel Sisyphe dans les vieilles histoires, il faisait rouler son rocher jusqu'en haut de la colline, encore et encore, pour qu'il finisse par dégringoler et le force à recommencer.
Peut-être serait-il satisfait après avoir battu les Romains une troisième fois. Il pourrait alors retourner en Épire et finir ses jours en paix. Peut-être. Malgré les vaillants efforts des Épirotes, la bataille de Bénévent se solda par un échec. Les Romains avaient appris des tactiques de bataille de Pyrrhus et réussirent à effrayer les éléphants de guerre ennemis pour qu'ils se retournent et se ruent sur les lignes épirotes. Pyrrhus fut contraint de battre en retraite. Après 5 ans de campagne, tout ce qu'il pouvait faire était d'abandonner les colonies grecques à leur sort. Les Romains furent grandement soulagés. Pyrrhus avait été l'adversaire le plus féroce qu'ils aient jamais affronté, et ils étaient honorés d'avoir combattu un ennemi aussi puissant. Alors que nous mettions le cap sur l'Épire, Pyrrhus et moi commençâmes à converser sur le pont du navire. Je lui dis alors qu'il me faisait penser au mythe de Sisyphe, et lui, comme à son habitude, en rit, tout simplement. « Vous ne comprenez donc toujours pas, n'est-ce pas, Cinéas ?» dit-il. « Je ne cesserai jamais de me battre. Le faire, c'est renoncer à la vie. » Vous appelez cela une malédiction, de pousser ce rocher en haut de la colline encore et encore. Mais ce n'est pas une malédiction. C'est la seule chose qu'un homme peut faire quand il est confronté à l'impossible. C'est son seul recours dans un univers qui ne se soucie en aucun cas de ses désirs. Peut-être est-ce inutile en fin de compte, dit-il, et peut-être que je mourrai avant d'avoir atteint mon but ultime. Au fond, cela n'a pas d'importance. Si vous renoncez à vos ambitions, alors c'est comme si vous étiez mort, car vous l'êtes déjà au fond de vous. Je l'écoutais attentivement. Lorsqu'il termina et alors que la côte de l'Épire semblait émerger des vagues loin devant, je ne pus m'empêcher de sourire. « Vous êtes un idiot, mon ami, » lui dis-je, même si ce ne fut pas le mot employé. Votre commandement en Sicile s'est déroulé sans encombre, si ce n'est la rébellion d'une bande de mercenaires qui ont pillé une grande partie de l'île et irrité le tyran de Syracuse. Le Conseil de Carthage voit cette situation comme un moyen d'étendre l'influence de la cité. Mais une étrange ville reculée de la campagne italienne s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas. Les soldats de cette ville s'appellent les Romains et se dirigent droit sur vos positions. Par la grâce de Baal Amon, roi des dieux, débarrassez-vous de ces parvenus de Romains. Les Romains continuent à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ils ont étudié l'un de nos navires de guerre échoués et l'utilisent comme modèle pour construire toute une flotte. Ces navires leur permettront de protéger leurs lignes d'approvisionnement en Italie et de garder leurs armées en Sicile nourries et bien équipées. Les premiers modèles de ces nouveaux vaisseaux approchent de vos positions au large des côtes de Mylae. Afin de démontrer la futilité d'attaquer Carthage en mer, capturez les charrettes de provisions romaines et ramenez-les à votre base. Que Baal Amon vous guide. Irrités par vos victoires en Sicile, les Romains ont envoyé le général Régulus attaquer vos terres natales en Afrique. Son armée menace désormais la cité de Carthage, tandis que la marine romaine s'approche pour imposer le blocus de nos ports. Vous devez repousser ces attaques contre Carthage et inverser le cours de la bataille. Puisse Baal Amon nous protéger et nous accorder la victoire. Mon grand-père m'a parlé un jour de l'ère d'Auguste, l'empereur qui avait trouvé Rome alors qu'elle était une ville de briques et qui l'a transformée en ville de marbre. Guidé par la vertu et la prudence de son dirigeant, l'empire d'Auguste repoussa les frontières et devint une vaste constellation de villes qui s'étendait sur toute la Méditerranée et même au-delà. Sa prospérité et son bonheur suscitèrent l'envie du reste du monde, amère et cruelle. 7 décennies, 10 empereurs et d'innombrables guerres civiles plus tard, cet âge d'or n'est plus qu'un lointain souvenir.
Marquée par la corruption, cette constellation qui éclairait autrefois le monde n'est à présent guère plus qu'un zodiaque faible et frauduleux. Pourtant, certains d'entre nous croient encore ardemment en Rome. Lorsque j'étais encore jeune, j'ai suivi les traces de mon père et de mon grand-père dans la Légion. 20 ans plus tard, je suis devenu Marcus Ulpius Traianus, commandant de la 7e Légion et soldat vétéran des guerres du nord de l'empereur Domitien. Les aristocrates du Sénat méprisent Domitien à cause de sa réticence à céder à chacun de leurs caprices. Mais il traite ses légions correctement. Aujourd'hui, il fait appel à nous pour réprimer la rébellion d'un certain Saturninus, un gouverneur de province qui se prétendrait empereur. Militaire depuis toujours, je ne sais que trop bien que le sang des soldats est la monnaie d'échange des jeux de pouvoir des hommes riches. Mais quand Rome m'appelle, je me dois de répondre présent. Je marcherai vers le nord pour mettre un terme à cette guerre civile avant même qu'elle n'ait commencé. Nous autres Romains disons souvent que la fortune sourit aux audacieux. Mais comment décide-t-elle qui récompenser entre deux hommes vaillants? Voilà une question qui m'a intrigué alors que mes hommes traînaient Saturninus devant notre impitoyable empereur. Je me demande quelles étaient ses dernières pensées. A-t-il regretté de ne pas avoir anticipé que mes légions atteindraient le front à temps? A-t-il maudit la fortune pour le dégel sans précédent de janvier, qui a empêché ses alliés germains de traverser le Rhin? Peu importe, la réponse a disparu avec lui. Mais la colère de notre empereur, elle, a perduré. Depuis le jour de son couronnement, Domitien s'est montré ferme et audacieux. Mais le Sénat méprisait fortement cet ami du légionnaire et du roturier. Lorsque la paranoïa latente de Domitien a commencé à le dévorer, sa colère a englouti l'Empire tel un gigantesque incendie de forêt dévastateur. D'innombrables arrestations s'ensuivirent. Les sénateurs qui s'étaient opposés à lui furent exécutés comme de vulgaires criminels. Lorsque la cour ne put plus en supporter davantage, l'empereur fut assassiné. Le successeur de Domitien était un homme bon, mais un bien piètre dirigeant. Néanmoins, il partageait ma loyauté envers Rome et cherchait activement à réparer les dégâts causés par la folie de Domitien. N'ayant pas de fils à qui passer le flambeau, l'empereur Nerva me désigna comme son unique héritier avant de partir pour l'au-delà, après avoir seulement passé 2 courtes années sur le trône. L'immense honneur de diriger la puissance de Rome n'a d'égal que le poids écrasant de ses responsabilités. Cependant, je suis un général, pas un sénateur. Mon esprit est fait pour la franchise du champ de bataille, non pas pour les subtilités de la politique. Je peux et je dois apprendre à devenir un politicien. Mais en attendant, je devrais m'appuyer sur mes forces. Le peuple romain est divisé. Il a besoin d'un ennemi commun. Et je vais le lui donner. Au nord du Danube se trouve la Dacie, un royaume barbare, mais qui est également très riche en or et en argent. Son roi rusé, Décébal, s'est déjà joué de Domitien par le passé. Il avait négocié un traité défavorable qui a terni la réputation de l'Empire romain. Mon fidèle cousin, Adrien, se joindra à moi dans cette campagne, et il apprendra de mon exemple. J'unirai le peuple romain sous une seule bannière. Je nous vengerai d'un ennemi qui nous a pris de haut, et par la même occasion, je relancerai notre économie en difficulté. La paix entre le royaume de la Dacie et Rome est le résultat de la panique d'un homme et du bluff d'un autre. Lorsque Décébal a vu mes légions pénétrer dans son territoire et s'emparer de sa sœur, il a dû craindre que la fin était proche. Pourtant, mon ton impérieux et mes exigences sévères pendant les négociations
n'était qu'une façade. Avec seulement quelques légions sur le front, je savais au fond de moi que je n'avais pas la force de renverser Décébal à ce moment-là. Mais il l'ignorait. Pour le moment, l'escroc a été pris à son propre piège. Mais d'expérience, il vaut mieux éviter de faire confiance à une bête acculée. Alors que nous rentrons chez nous après une campagne épuisante, j'ai chargé mes meilleurs architectes de construire un pont sur le Danube pour passer dans le royaume de la Dacie. Si Décébal montre le moindre signe de trahison, mes légions pourront emprunter un chemin direct menant jusqu'à sa porte d'entrée. Chassé le naturel, il revient au galop. À peine étais-je rentré que le roi de Dacie a commencé à comploter contre moi, son seigneur légitime. J'ai attendu le bon moment. J'ai rassemblé mes forces et j'ai découvert l'autre facette du pouvoir. Être un ami du Sénat et être un ami du peuple de Rome. Et lorsque la nouvelle s'est répandue qu'une alliance hostile avait été formée au-delà du Danube, j'ai gardé un œil vigilant sur la Dacie. Quand mes gardes ont attrapé des assassins potentiels envoyés par le roi Dace, j'ai su que je devais m'attendre à tout moment à une guerre. Cette campagne ne sera pas comme la précédente. Les Daces savent que sur la plaine, ils n'ont aucune chance face à Adrien et moi. Ils se terreront dans leur forteresse en espérant que nous nous fatiguerons et que nous partirons. Les amateurs parlent de stratégie et de tactique. Les professionnels se tournent vers la logistique. La Dacie ne sera pas conquise par une bataille décisive. Elle sera conquise parce qu'Adrien et moi pouvons approvisionner 14 légions et parce que nous pouvons dépouiller les forces d'As de leurs vivres. Décébal, mon faux ami, des têtes vont tomber. Pour la foule de spectateurs, je donnais l'impression de savourer mon succès avec modestie, comme si j'étais en terrain conquis. Mais au fond de moi, mon cœur était empli de fierté, tandis que je franchissais triomphalement les portes de Rome. Être aimé d'une seule personne est déjà très gratifiant, mais être aimé de milliers de personnes, c'est indescriptible. La foule a rugi lorsque la tête décapitée de Décébal a été jetée aux chiens. Il s'en est suivi alors plus de 100 jours de festival et de jeux du cirque pour fêter l'événement. Les sénateurs m'ont accueilli avec une admiration et un respect profond que je savais pour une fois authentique. Le vaste trésor de la Dacie et ses abondantes mines d'or nous offriront des richesses dépassant les rêves les plus fous de l'Empire. Mon esprit s'emballe à l'idée des sommets que je pourrais atteindre avec de telles richesses. Et plus important encore, ce que Rome pourrait atteindre. Pourtant, une vieille maxime n'a de cesse de résonner dans ma tête. Regarde tout autour de toi et souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Beaucoup d'empereurs passés ont cédé sous le poids de la gouvernance d'un si grand empire, car ils tenaient absolument à tout vouloir gérer. De leurs erreurs, j'ai retenu une leçon cruciale. À Rome, gouverner, c'est déléguer. Le courage, l'ambition et la détermination pavent la route vers le palais impérial. Mais c'est l'honneur, la diligence et le respect qui permettent à quelqu'un d'y rester. Si mon peuple me respecte et prend soin de moi, c'est tout simplement parce que je fais de même pour lui. Mais par-dessus tout, je tiens fervement à la vertu et à la dignité de Rome elle-même. Son prestige s'accrut une fois de plus lorsque je fis du royaume nabatéen sa nouvelle province, mais elle fut récemment attaquée lors d'un épisode prévisible. Pendant des décennies, une paix fragile entre Rome et nos rivaux, les Parthes, perdurait uniquement grâce à une influence commune sur l'Arménie, un État qui ne servait que de tampon pour apaiser les tensions. À présent, Osroès, le roi de Parthe, a rompu cet accord commun et s'est emparé de la région.
Certes, l'armée parthe est redoutable, mais je ne suis pas devenu empereur en construisant des boucliers après que des flèches aient été tirées. Les légions situées aux frontières sont en manque d'action, et il est grand temps de remettre notre perfide voisin de l'Est à sa juste place. Malgré mon hostilité envers les Parthes, je suis sincèrement attristé de devoir combattre Osroès. Rares sont les chefs qui peuvent prétendre égaler ses compétences de commandant. Mais la discorde qui tourmente son royaume éclipse de toute évidence ses talents. Alors qu'il se bat en vain pour repousser mon invasion, il devient flagrant que quelque chose le pénalise. Nous ne sommes pas si différents, lui et moi. Et il m'offre un aperçu terrifiant d'une réalité alternative dans laquelle je serais né au mauvais endroit, au mauvais moment. S'emparer de l'Arménie était une entreprise ambitieuse. Certains diraient même qu'il est allé trop loin. Mais n'ai-je pas fait la même chose, d'un point de vue différent, lorsque j'ai pris la Dacie et le royaume nabatéen? Je ne suis pas un belliciste, et je n'ai jamais aimé la guerre. Mais je me dois d'être honnête. Sur le champ de bataille, les angoisses de la gouvernance d'un empire s'estompent, alors que la simplicité de la survie devient de plus en plus évidente. La vie n'a vraiment de sens qu'ici, et tout cela, c'est une notion qui me terrifie. Suis-je un héros ou un monstre? Un génie ou un fou? Parfois, la seule différence, c'est la réussite. Les pages de l'histoire sont remplies de vainqueurs brillants et de perdants stupides. Mais les vainqueurs stupides et les perdants brillants sont des espèces bien plus rares qui ne sont guère référencées. Je ne suis pas arrogant au point de me dire brillant. D'autres peuvent le faire à ma place s'ils estiment que cela est vrai. Mais je ne suis pas naïf. Mon instinct a été aiguisé pendant des décennies sur le champ de bataille. Quand un requin sent du sang dans l'eau, il attaque sans aucune pitié. De ce fait, quand j'ai eu vent de la guerre civile dans l'Empire parthe, j'ai décidé de faire de même. Alors que je me remémorais les conflits de ma jeunesse, j'ai presque eu pitié d'Osroès. Mais maintenant que le sort m'a donné une chance de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette rivalité ancestrale, je ne peux pas hésiter. Rome connaît aujourd'hui 2 vastes mers, mais demain elle en connaîtra une 3e. Nous nous emparerons de Ctésiphon, le joyau de Parthe, et nous avancerons sur les traces d'Alexandre le Grand, jusqu'à ce que mes légions aperçoivent l'océan. Si je réussis, j'espère que l'histoire se souviendra d'Osroès comme d'un brillant perdant. Mais comment se souviendra-t-elle de moi, et d'Adrien, et de Rome? Un jour, les parents raconteront à leurs enfants l'ère de Trajan, l'empereur qui a trouvé Rome alors qu'elle était une ville de marbre, et qui l'a transformée en une ville d'or. Il est donc plutôt ironique que je n'ai pas d'enfant pour leur raconter cette histoire. J'ai bien une femme aimante, mais en vérité, Rome elle-même a toujours été le véritable amour de ma vie. Peut-être que les dieux, dans leur sagesse infinie, ont jugé que s'occuper d'enfants était une responsabilité trop lourde à porter pour un homme qui a choisi de faire de tout un empire sa famille. Peut-être, alors que je suis allongé sur mon lit de mort, me montre-t-il indirectement le chemin. Pendant des années, Rome a souffert sous le joug d'empereurs cruels qui, au final, n'ont eu pour mérite que leur lignée. À l'instar de Nerva, je vais désormais choisir mon successeur au mérite. Et mon choix se porte bien évidemment sur Adrien, cet homme loyal qui a suivi chacun de mes pas, qui a diligemment suivi mon exemple, et qui a fait tout cela sans une seule pensée perfide. L'au-delà est intemporel, immatériel et éternel.
J'observe à présent les hommes qui préparent mon bûcher funéraire, et je les entends en ce moment même me qualifier de Dieu. Je contemple le forum que j'ai construit, ainsi que la colonne sculptée qui raconte mon histoire et celle de cette ville, le cœur battant d'un empire. Je souris, sachant que j'ai laissé à ces gens une Rome plus prospère que celle que j'ai trouvée. Pourtant, dans le même temps, le doute et la crainte m'assaillent. Maintenant que j'ai placé la barre si haut, d'autres vont essayer de l'atteindre, et leur vaine ambition, leur vanité et leurs attentes impossibles pourraient entraîner Rome vers le déclin. Ce déclin si familier dont je l'ai sauvé. Ai-je été le salut de Rome? Ou sa malédiction?